avec les retards, avec l'effet de décalage, eh bien, les hospitalisations et les réanimations continuent. Presque 500 000 cas de vaccination jeudi et vendredi. Est-ce que le gouvernement a enfin passé la vitesse supérieure pour les vaccinations ? Ça vaccine, mais on pourrait faire mieux. Le problème souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de doses. Vous avez suivi les critiques que nous avons faites. Il y avait un portefeuille, comme on dit, de vaccins qui a été choisi par l'Union européenne. On aurait pu en choisir d'autres, des vaccins qui sont utilisés dans nombre de pays. Qui ne sont pas fabriqués. Alors, si vous pensez au vaccin Sputnik V, oui. Il existe, mais il n'est pas fabriqué. J'ai regardé les chiffres. Il y a 5% de la population vaccinée en Russie, ce qui veut dire que certes, il existe, mais il n'est pas assez produit, il n'est pas fabriqué. Surtout l'exemple que je prenais, il y a celui-là, il y en a d'autres, le vaccin chinois, etc. C'est surtout le débat qui aurait dû avoir lieu, qui était posé par le président de la République. C'était celui qu'ils deviennent un bien commun, en quelque sorte, les brevets, que l'on les sorte de la sphère marchande, qu'on les fabrique largement. C'est quelque chose qui était fort quand le président de la République l'avait dit à un moment donné, que ce soit bien commun de l'humanité. Le débat, hélas, a eu lieu au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons porté cette critique, peut-être vous nous avez entendu le dire, et la France ne s'est pas battue, si je puis dire, pour qu'on fasse en sorte que les brevets, une fois de plus, soient mis au service de tout le monde et qu'ils soient fabriqués, non pas en faisant profiter des groupes privés. Quel que soit ce qu'on pense du groupe Pfizer, si je ne dis pas de sottises, c'est Pfizer, qui va faire des profits de près de 15 milliards de dollars. Est-il normal qu'en cette période de crise, où va suivre à la vague terrible épidémique, la vague sociale, est-il normal qu'il y ait certaines personnes, même si je salue ceux qui ont inventé le vaccin, profitent de la crise? On aurait pu imaginer que de ce monde nouveau qui sort, le monde entier est bousculé. On n'a jamais connu ça. On voit bien que les certitudes d'avant, ceux qui disaient qu'il fallait des politiques d'austérité, etc., même le président de la République a dit on va dépenser, etc., ce qui était normal. Mais faut-il accepter que certains en profitent? Donc on aurait pu avoir une proposition d'offre de vaccins plus importante. Mais je ne veux pas lâcher le morceau, pardon, parce que moi-même, je dévie sur votre question, que moi qui suis élu de Seine-Saint-Denis, j'attire l'attention, et c'est une critique, un débat que j'ai avec monsieur le préfet, qu'il y a des choses spectaculaires qui sont mises en place, auxquelles je ne m'oppose pas. Au Stade de France. Le Stade de France, 10 000 doses par jour, etc., qui par ailleurs est plus un centre régional que vraiment départemental. Et dans beaucoup de communes de Seine-Saint-Denis, il y a 40 communes en Seine-Saint-Denis, il n'y a que 25 centres de vaccination locaux. Moi, je suis, dans ma commune, je suis député, il y a Montreuil où il y a des centres de vaccination, mais l'autre à Bagnolet, il n'y en a toujours pas, alors qu'au mois de janvier, monsieur le préfet proposait d'en ouvrir un. Alors pourquoi je dis ça ? Il ne fallait pas faire le Stade de France, c'est ça que vous dites ? Mais le Stade de France peut-être répond à certains publics. Il ne faut pas que ça soit au détriment de distribution mais moi, je connais locale. Les personnes âgées qui, vous savez, les gens, ils se déplacent pas facilement. Ça peut sembler vu de loin la même chose, mais c'est 55 minutes de transport en commun entre Bagnolet, dont je viens de parler, et le Stade de France. Et si on avait, et c'était dans un gymnase qui était prévu au milieu d'un quartier populaire, le centre de vaccination qui était ouvert, je pense que ça permettrait qu'une population soit plus rapidement vaccinée, ce qui est nécessaire. Et puis on a aussi, j'aime pas le mot, mais je vais quand même l'utiliser, un nomadisme vaccinal qui fait que parfois c'est les gens les plus agiles dans l'inscription qui vont se vacciner. Alors souvent des Parisiens. On va le président de votre conseil départemental. Bah oui. Et alors attention, parce que je vois même le maire de Montreuil. Mais le Stade de France a été un peu fait pour ça, justement, pour qu'il y ait une vaccination de masse, pour que ça ne soit pas ceux qui sont le plus agiles sur Doctolib. Je veux dire, le Stade de France est un centre régional de vaccination, pourquoi pas, mais qui a eu un peu pour effet d'être un peu aspirateur à vaccin et qui n'a pas amené à ce que ce maillage de petits centres locaux. Alors on a revendiqué avec Azine Taibi, le maire de Stein, lui aussi, il vient de gagner l'ouverture d'un centre de vaccination, bravo, mais il y a d'autres villes, j'en ai cité une, où on pourrait les avoir. Donc n'opposons pas les deux. Que les plus habiles se font vacciner au détriment de personnes qui en auraient davantage besoin. C'est un peu ce qu'on a constaté. Je veux dire par là que je prends l'exemple d'un second centre de vaccination dans la ville de Montreuil, où malgré le fait que la mairie, monsieur le maire, est très vigilant là-dessus, filtre, mais il y a 37% des gens qui viennent se faire vacciner là qui ne sont pas habitants de la Seine-Saint-Denis et qui sont souvent habitants de départements un petit peu plus favorisés socialement. Alors, je suis pas non plus pour faire des concurrences ou du protectionnisme de département, vous voyez le problème. Je ne voudrais pas polémiquer avec vous, je voudrais juste vous objecter deux choses. N'y a-t-il pas une certaine démagogie à dire que si le vaccin était un bien mondial, c'est quoi l'expression qu'avait utilisée un commun de l'humanité. Un bien commun, il serait fabriqué plus vite. Je comprends le débat philosophique, tout à fait légitime, on peut être pour ou contre, mais là, Pfizer, dont vous avez dénoncé les profits, Pfizer a livré, c'est le vaccin qui est le plus nombreux en France, ils ont livré à l'heure toutes leurs doses. Donc peut-être que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Ça n'a pas été le cas d'AstraZeneca. Non, ce que je veux dire, c'est que même si le vaccin avait été un bien mondial,
c'est pas pour ça qu'il aurait été fabriqué en quelques mois. Le débat philosophique et le fait que les doses sont fabriquées, bon, bah c'est peut-être plus compliqué que ça. Oui, tout est peut-être toujours plus compliqué, mais j'imagine qu'on a quand même des grands groupes, je pense notamment à Sanofi, qu'on aurait pu ouvrir des chaînes de production plus importantes. Maintenant, on ne le fait pas. Alors, on me dit c'est compliqué, mais enfin, ça fait 1 an maintenant qu'on est dans l'affaire, M. Bornstein. Et j'observe aussi au passage qu'il y a aussi ce que j'appelle des profiteurs de crise. Sur ce sujet-là, peut-être sur d'autres sujets qu'on va évoquer, parce que moi, je veux parler de la question sociale à l'heure actuelle. Parce que vous savez, souvent... Les profiteurs, ils fournissent. Non, mais... Pfizer fournit. Oui, mais n'empêche qu'il n'y a pas assez de doses. On est quand même d'accord avec ça. Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas assez de vaccins. Il n'y en a pas assez. Et donc souvent, on amène à jongler. Vous voyez, même moi, je ne veux pas faire boutiquier. Je vous parle de ma Seine-Saint-Denis, mais les gens des autres départements aussi ont besoin de vaccins. Donc nous avons un problème général de pénurie de doses. Et sans aucun doute que la manière dont nous avons abordé les choses amène à ce que nous n'avons pas réglé ce problème-là. Et puis par ailleurs, il n'y a pas aussi que les politiques de vaccination. Moi, j'ai des critiques sur tout le reste. Tester, tracer, isoler. Est-ce que vraiment on a isolé? Nous, on a proposé à ce que dans les écoles, il y ait aussi des purificateurs d'air qui avaient des résultats intéressants là où ils étaient utilisés, etc., etc. On a vu souvent que sur tous ces sujets et beaucoup d'autres qui arrivent, on est un peu en difficulté. Est-ce que les autotests dans les écoles seront distribués? C'était ma question. Les autotests, c'est bien, c'est pas bien? Oui, c'est très bien. Sauf que la difficulté, c'est que ce que j'ai vu, c'est que les écoles primaires et les collèges n'en auront pas. Et les enseignants au 26 avril, écoutez, au 26 avril, jour de la rentrée qui est prévu, ce que nous disent les organisations syndicales d'enseignants qui ont encore eu récemment, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, c'est que les autotests ne seront pas en place. Alors qu'il y a des pays comme l'Autriche qui les ont déjà généralisés. Encore là-dessus, je dirais, on est quand même une grande puissance économique. On est un peu en retard par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà. Et il y a une inquiétude de la part des enseignants. Donc sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, le gouvernement a été, le moins qu'on puisse dire, peu diligent et peu efficace. Faut-il, parce que justement il n'y aura pas assez d'autotests et parce qu'on le sait, le 26 avril, les professeurs ne seront pas vaccinés, en tout cas pas majoritairement vaccinés, faut-il reporter la rentrée scolaire ou faut-il quand même la garder le 26 avril? Moi, j'aimerais pas. Je suis à la fois parent d'élèves, je suis aussi sensible au fait que nos enfants... Vous êtes prof de formation. Voilà, prof, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut... je veux dire, c'est facile le travail à la maison, mais quand on le vit très concrètement, ça n'est pas simple en réalité, au-delà des difficultés techniques. Maintenant, le problème, moi, depuis le début, j'aimerais sortir du caractère binaire de la question. Mais là, la rentrée, c'est... Oui, j'entends bien. Il y a rentrée ou il n'y a pas rentrée? J'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer une autre façon d'organiser la rentrée. Dédoublement des cours, véritable possibilité, nous on l'a proposé, qui est parfois peut-être des locations de salles et l'ouverture de salles qui fait qu'on ne peut plus s'espacer, notamment au niveau de la restauration scolaire, qui parfois se passe dans des salles qui sont en difficulté. J'évoquais tout à l'heure un début de généralisation, pourquoi pas des purificateurs d'air dans certaines écoles. Vous savez, il y a des écoles qui sont dégradées, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres, alors que le problème souvent de l'aération des salles est une des premières mesures. Vous n'êtes pas contre la rentrée le 26 avril? Non, mais qui pourrait être contre à ce stade? Par contre, je vous dis, à le conditionner, oui, sans aucun doute, à dire, mais... Et souvent, le débat a souvent lieu de manière binaire. On laisse l'école en l'état ou on les ferme? Non. On aimerait... Non, mais je parle souvent de monsieur le ministre de l'Éducation nationale quand on parlait avec lui. Moi, à ce stade, je souhaite que la rentrée scolaire ait lieu le 26, mais je dis quand même que les conditions, dans beaucoup d'écoles, ne sont pas tout à fait réunies. Et toutes choses égales, par ailleurs, on ne rouvre pas le 26 avril. Vous dites, si ça ne change pas, on laisse fermer. J'aimerais qu'on ne soit pas dans une situation où on remet les gens en danger, ceux qui travaillent, je pense à eux, et que les enfants soient à nouveau vecteurs de circulation du virus. À ce stade, moi, je ne veux pas faire le malin. Je ne suis pas un scientifique. Je n'ai pas les éléments véritablement. Je vois quand même qu'il y a une inquiétude qui est là, qu'on reste à un haut niveau de circulation du virus. Et ça baisse. Voilà, si tout ça se confirme, on est quoi? Le 12. Bon, on peut se dire que les choses... Vous voyez, c'est la difficulté quand on est responsable politique souvent, c'est qu'on vous demande d'avoir des positions sur des choses où... Voilà, nous, on est observateurs, vous êtes responsable politique. Moi, je suis à la place qui est la mienne. Une opposition qui a peu d'éléments, qui est peu invitée à participer à la discussion, c'est aussi une des critiques que nous faisons. La question, la démocratie. Parce que le consentement à l'autorité, le consentement à des décisions dépend aussi... Je voudrais qu'on reste sur l'éducation. Non, mais c'est le sujet. D'accord, mais restons sur l'éducation et parlons du sujet. Je suis le porte-parole de ces enseignants inquiets qui voient arriver le 26 mai, qui aimeraient retrouver leurs élèves, mais qui disent les autotests ne sont pas là. 26 avril. Vous l'avez dit. 26 avril, pardon. Alors, pour la deuxième fois depuis le début de la crise, et ça ne vous aura pas échappé, le gouvernement a donc remis au goût du jour, disons-le comme ça, l'enseignement à distance, autrement appelé distanciel. Là, en ce moment, ce sont les vacances, mais est-ce que pour autant, les élèves, puisqu'on parle beaucoup des parents, mais est-ce que les élèves, ils apprécient justement cet enseignement à distance? J'en ai parlé à Anne, notre chef d'entreprise alsacienne tout à l'heure. Sa fille Amy était dans le coin, elle est lycéenne en terminale, et elle a donc aussi voulu répondre sur les bienfaits de l'école à la maison. J'ai l'impression qu'elle vit plutôt bien les cours à distance puisqu'elle n'a pas les trajets à faire.
Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu les vis pas bien, tes cours à distance? Hyper bien. Ah bah bien lui dire que c'est hyper bien. Je préfère travailler en distanciel parce que je peux m'organiser toute seule et je travaille beaucoup mieux en distanciel qu'en cours parce qu'en fait en cours il y a beaucoup plus de perturbations, etc. On perd du temps alors que là quand je travaille vraiment. J'ai pas l'impression d'être en retard pour l'instant mais je pense que je le ressentirai plus tard. Il faudra bosser les lacunes les jours où on aura un trou quoi. Mais je pense que je vais pas être pénalisée par les 6 mois de cours de moins que j'ai eu cette année quoi. Alors, vous n'aviez pas l'air totalement d'accord avec elle, Alexis Corbière. Pour autant, là, on a une jeune fille qui dit, franchement, c'est pas si mal. Ça veut quand même dire aussi que les profs, comme les élèves, ils se réinventent aussi d'une certaine manière et ils apprennent à travailler autrement. Oui, non, mais moi je suis très content et j'imagine qu'elle le dit en toute sincérité, qu'elle le pense comme ça. Il y a des gens qui momentanément se disent c'est pas plus mal, au moins les cours ont lieu parce que le professeur a les moyens lui aussi d'alimenter véritablement ses cours à distance. Ça peut être très bien. Maintenant, soyons honnêtes, c'est pas vrai qu'à une échelle de masse sur des millions de gens. C'est pas vrai partout. Voilà, ce n'est pas vrai partout. Sans manquer de respect, je les ai vus, y compris la communication est fluide, on voit bien le décor dans lequel ils habitent. C'est pas vrai non plus parce qu'il y a certains profs qui ne font pas l'effort de le faire. Il faut dire les choses. J'ai eu des témoignages dans mon entourage. C'est possible. Les profs, c'est possible. C'était pas leur job de. On est tous d'accord. Quelle que soit la manière dont certains le vivent, bien ou mal. Enfin, il faudra qu'à un moment donné, on en sorte. C'est pas que personne n'en tire la conclusion que finalement il y a rien de mieux que le distanciel et que finalement on va tous travailler à la maison. Non, c'est momentané. C'est amélioré. Surtout après le problème, souvent moi que j'ai pu constater, je vais vous dire, c'est le problème des remplacements, des profs absents. Moi, je suis encore mobilisé. Pour moi, j'ai évoqué Montreuil, la Seine-Saint-Denis, des profs absents parce que avaient été touchés par le Covid et des moyens de remplacement qui ne suivent pas. L'académie qui nous dit mais nous on n'a plus assez de profs. Donc et souvent depuis 1 an, là on vient d'obtenir un poste, mais depuis 1 an dans ce collège de Montreuil, le prof n'était pas remplacé parce qu'il n'y avait pas de moyens de remplacement. Donc derrière le côté qui fonctionne bien, et je suis content pour cette jeune fille qui est une jeune fille tout à fait là, avec la tête sur les épaules, elle vit bien son autonomie et c'est super, bravo et je souhaite. C'est pas le cas de tout le monde. Mais on sait très bien qu'il y a des élèves, il faut aussi la présence de l'enseignant qui est au-dessus de l'épaule de la fille ou du garçon, l'aide, le corrige, etc. Et puis moi je le vis aussi comme parent, faire travailler ces gamins qui sont en CE1 ou CE2, il faut de l'énergie. C'est sûr. Ce week-end, les policiers ont encore fait la chasse aux soirées clandestines. Oui, alors on a beaucoup parlé de ces fameux dîners clandestins, ces dîners fastueux, mais ce week-end, partout en France, les policiers sont en effet intervenus pour un peu casser l'ambiance de certaines soirées à Paris, Toulouse, dans le Finistère ou en Côte d'Or, notamment une 50aine de verbalisations d'un coup en une seule soirée. Mais ces soirées ne seraient-elles finalement pas que la partie émergée de l'iceberg? Autrement dit, n'y a-t-il pas, notamment chez les plus jeunes, une espèce de course aux fraudes qui s'est installée pour que, justement, on puisse éviter certaines restrictions. J'ai posé exactement cette question à Vitia, lycéen, 17 ans, il vit à Paris et il m'a dit ça. Bien sûr, il y a de la fraude, et pas que chez les jeunes, et pas que chez les pauvres, pas que chez les riches, partout, je pense. J'ai des potes qui font du Photoshop sur les tests Covid pour pouvoir rentrer en cours. C'est ça la vérité du terrain, comme ils disent. Il suffit de reprendre un test spécial effectué n'importe quand, un coup sur Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de montage photo, on modifie la date, et bienvenue. Je sais qu'il y a des gens qui font ça pour prendre un avion, pour des attestations de sortie, etc. On est quand même une génération assez à l'aise avec la technologie pour la plupart. Tous les moyens possibles et imaginables pour frauder sont utilisés. Alors, Vitia nous dit que tout le monde fraude. Est-ce que vous avez déjà fraudé, vous, Alexis Corbière? Une fausse attestation, un petit coup de Photoshop par-ci, par-là? Non, il ne faut pas le faire. Mais faut pas le faire, mais non, inévitablement, ça arrive et ça existe. Non, mais qu'il y ait des gens, là, bon, c'est un jeune homme, des jeunes gens qui respectent pas le couvre-feu, etc. Bon, c'est sans doute le cas et il ne faut pas le faire. Il faut essayer d'avoir les mots de conviction. Mais l'affaire autour des repas clandestins, je sais pas si vous voulez qu'on parle de ça, c'est autre chose. C'est quand même des soirées clandestines de manière globale. C'est quand même cette idée entre, comment dirais-je, le petit barbecue dans un coin qui doit pas avoir lieu, mais qui est une manière souvent, parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour faire quelque chose, et le repas qui coûte très cher, avec des gens qui par ailleurs sont souvent des gens qui prennent des décisions, qui sont des donneurs de leçons. Enfin, ça choque. Il n'y avait pas de ministre. Et il faut faire attention. Un ancien ministre de l'Intérieur, quand même, c'est pas très malin. Ou un grand chroniqueur qui, quand même, est un homme extrêmement informé, qui devrait quand même être un peu plus vigilant. Ça choque. Et dans une société sous tension, attention à des choses très symboliques qui sont des points de cristallisation de colère. Parce que les gens, à un moment donné, se disent, là, il y a deux manière de vivre et qui n'est pas tolérable, les puissants qui ont des avantages et nous qui sommes en difficulté. Mais au moment du carnaval à Marseille,
6000 personnes réunies, collées les unes aux autres sans masque. Jean-Luc Mélenchon disait « Ils ont raison de rironner des bonnes consciences qui le leur reprochent. Quand vous voyez comment ça se passe tous les matins sur les quais du métro et du RER, bref, ils ont le droit de faire ça. » Est-ce qu'il n'y a pas Non mais, Gilles Monchal, faites la différence entre un acte militant qui est une manière, un pied de nez, à un moment donné, bon, que Jean-Luc Mélenchon a commenté. Mais le virus, il s'en fout de savoir que c'était... Le virus, à mon avis, il s'en fiche de savoir que les gens étaient réunis par un acte militant. Oui, non mais on peut discuter du fait que... Enfin, il y a un acte militant public et il y a après des gens qui s'enferment dans un lieu entre privilégiés à 400 € le repas pour s'émanciper de toute règle. Je comprends assez bien la différence. Voilà, est-ce qu'on peut militer avec des masques ? Non, enfin, on peut. Il y a des choses, il faut trouver des formes. Après, il y a à travers les réseaux sociaux... Mais vous condamnez. Je condamne quoi ? Le fait que des gens ne respectent pas les mesures barrières. Je dis attention, soyons vigilants. Il faut, même quand on fait des rassemblements, mettre les masques sans aucun doute. Après, je ne m'oppose pas au fait qu'il y ait des initiatives publiques pour manifester une certaine colère, une certaine incohérence sur des choses. Le fait que tous les matins, par exemple, on se concentre pour aller travailler dans des transports en commun, mais qu'on nous fasse la leçon, alors que la société de roulement, par exemple, qu'on a proposé, le fait que tout le monde n'aille pas au boulot au même moment, on nous a rayonné. Et vous regardez le métro le matin, il y a quand même une concentration de population qui est pas très cohérente. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que depuis un an, on nous dit que... Je comprends que c'est pas très clair. Ah bon, moi ça me semble très clair, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Qu'effectivement, quand on montre un rassemblement sans masque, vous vous y opposez ou vous ne vous y opposez pas? Moi je pense qu'il faut pas faire des rassemblements sans masque, non? C'est pas bien, c'est tout. Très bien. Mais on va parler des régionales. Vous voulez que je vous dise même une chose? Je pense que le Covid c'est très dangereux. Voilà. J'espère que tout le monde a compris. Non, mais qu'est-ce que je vous dise d'autre? Non, mais est-ce qu'on aimerait, c'est que Jean-Luc Mélenchon a eu tort de défendre les carnavaliers marseillais? Mais ce que je veux dire, c'est que la tartufferie d'hypocrisie, c'est que ceux qui donnent la leçon, je pense notamment au gouvernement, qui nous disent depuis un moment qu'il faut faire tel ou tel effort, mais qui à l'inverse continuent à ne pas ouvrir des lits de réanimation. Écoutez, le président de la République a fait une déclaration l'autre jour pour dire qu'on avait peut-être passé à 10 000 lits de réanimation. Enfin, alors non, mais c'est le sujet, c'est le sujet politique. On ne va pas à une manifestation non masquée sous prétexte que le gouvernement n'a pas ouvert de lit de réanimation, ce qu'on peut évidemment regretter. On a le droit de dire au bon moment qu'on en a marre de cette tartufferie et cette hypocrisie, de ceux qui effectivement ne donnent pas les moyens aux services publics hospitaliers d'exister, les mêmes qui nous ont expliqué qu'il fallait pas porter de masque, les mêmes qui nous ont... Mais on peut le faire avec des masques. Les moyens. Oui, tout à fait le faire avec des masques. Pas de problème. Parlons des régionales. Se pose la question de leur maintien ou pas aux dates. Je vais essayer de pas me tromper cette fois. Il y en a une qui a un avis très tranché sur la tenue ou pas des régionales. C'est Valérie Pécresse, la présidente de la région. On l'écoute, c'était ce matin sur notre chaîne. Les élections, c'est un rendez-vous avec le peuple. Et pour changer un rendez-vous avec le peuple, il faut un motif impérieux. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de motif impérieux pour déplacer une deuxième fois les élections régionales et départementales. C'est recherche, prétexte de report, désespérément. Alors, est-ce que le député LFI que vous êtes est d'accord avec la présidente de région ex-LR qu'elle est? Nous, on est pour le maintien conditionné, comme on l'a dit. C'est-à-dire là aussi, c'est la même discussion que tout à l'heure, attention au caractère binaire. On supprime ou on maintient. Bon, on peut réfléchir... J'y pensais quand vous l'avez dit. Voilà, on peut réfléchir à d'autres formes. C'est-à-dire que si c'est dangereux, il ne faudrait pas le faire. Mais peut-être qu'on peut trouver des conditions. Au-delà même du jour du vote, est-ce qu'il y a une campagne électorale? Alors, par exemple, ça va être votre responsabilité, Monsieur Banchan, et cette belle maison. Est-ce que, par exemple, le service public peut nous dire qu'il va diffuser des débats plus largement qu'auparavant? Je pense que c'est en bonne voie. Tant mieux. Ça, c'est intéressant. Nous, on a proposé ça, que dans toutes les régions. Alors, je ne veux pas m'engager au nom de la chaîne, mais je pense que tous les France 3 régionaux vont diffuser les débats de leur région. On va monter en puissance, on va vraiment donner les possibilités, que chaque liste ait la possibilité dans les chaînes de télévision, etc. Est-ce qu'on peut imaginer, à l'heure actuelle, les Français doivent savoir, peut-être qu'ils le savent, qu'il y a une circulaire qui est envoyée par la poste à l'ensemble des électeurs. On peut imaginer qu'on en envoie 2 ou 3, par exemple. Après, on peut décliner dans plein de petits détails. On peut imaginer aussi qu'on va demander aux communes et les aider à ce qu'il y ait plus de panneaux d'affichage. Bref, ce que je veux dire... Mais à un moment, il faut quand même décider. Assez vite maintenant si elles vont avoir lieu. Nous, on a répondu à M. Castex en lui faisant une liste de toute une série de propositions. Si les conditions sont réunies, nous, on pense qu'il faut maintenir les élections. D'accord. Si par contre c'est en l'état, avec peu de moyens en plus, une absence de possibilité de campagne, et peut-être aussi d'ailleurs une dégradation du climat vaccinal d'ici le mois de juin. Bon, là, il ne faudrait pas le faire. Mais il y a une chose, je ne veux pas reprendre les mots de Mme Pécresse, mais attention, la souveraineté du peuple, c'est majeur, c'est central. Il ne faut pas jouer avec ça. On ne déplace pas des dates comme ça, véritablement à la légère, si je puis dire. Il y a 140 élections qui ont lieu dans le monde. Si vous prenez Mme Pécresse, vous n'allez pas vous ou peut-être elle qui est en difficulté. Ça ira bien pour tous les deux. Donc il faut avancer, et puis on verra. Et je ne voudrais pas que ce pouvoir ait la tentation de dire finalement selon nos informations, une date d'élection
Eh ben, si Selon aujourd'hui, nos informations, le Premier ministre, demain, puisque les maires ont répondu majoritairement et dans l'urgence à la demande qui leur a été faite de savoir s'ils étaient d'accord pour organiser le scrutin, ils ont répondu oui, et le Premier ministre devrait demain à l'Assemblée et après-demain au Sénat maintenir prononcer pour... Vous voulez que je sois d'accord avec le gouvernement? J'en profite au passage. Tout à l'heure, j'ai félicité cette jeune fille sur le télétravail. Oui. Mais j'avais oublié la petite blague quand même que M. Blanquer a le temps de nous expliquer que le plantage du système par Internet, c'était dû à une offensive russe. Je ne crois pas que ce soit le cas. Donc... Mais j'ai lu cette... Caractère. Rions ensemble vis-à-vis de M. Blanquer. On regardera la dépêche, mais je crois qu'il y a eu confirmation aujourd'hui. Il y a eu un sondage. Les Russes qui ont attaqué. Oui, sur une véritable attaque sur les serveurs. Il y a eu un sondage très intéressant qu'on va voir sur l'Île-de-France. Alors, Valérie Pécresse, on la voit, caracole en tête, le Rassemblement national est derrière. Et puis, juste après, vous allez voir, on va voir sur un deuxième panneau, sur les forces de gauche, voilà. Égalité quasi absolue. Audrey Poulevard pour le PS, 12. Clémentine Autain pour vous, 11. Julien Bayou, l'écolo, 11. Pour essayer de menacer Valérie Pécresse, la sortante de droite, est-ce qu'il doit y avoir union derrière celui ou celle qui sera en tête au premier tour de ces trois-là? Oui, on l'a déjà dit. Oui. Clairement, et on y travaille. Vous savez, nous, on est plutôt un élément de rassemblement autant que possible. Pas dénué de contenu, mais par exemple, nous avons été la cheville ouvrière de ce rassemblement dans les Hauts-de-France, on dit aujourd'hui, derrière Karima Deli. Et nous sommes partout écologistes, et nous sommes partout dans cet état d'esprit, et nous y travaillons. Voilà, nous sommes même le facteur de liant entre beaucoup de forces qui se disent de gauche. Vous pourriez diriger une région avec les socialistes, ça ne vous pose aucun problème. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il faut battre Madame Pécresse, me semble-t-il, dans la région Île-de-France, qui mène une politique assez inégale selon les départements. Donc, si ça passe par le fait qu'il y ait une alliance, moi je souhaite qu'on soit devant, avec la liste portée par Clémentine Autain, pourquoi pas, on le voit, tout le monde est dans un mouchoir de poche. Je le dis clairement, je suis pas sûr d'avoir entendu tout à fait la même chose de la part des autres, et j'aimerais savoir si eux sont prêts à se rassembler derrière nous. Mais pour ce qui est de notre part, on l'a déjà dit, on a même souhaité en direction d'Europe Écologie Les Verts, pourquoi pas, d'aller vers une liste commune. Ils n'en ont pas voulu, parce que la manière dont nos amis écologistes parfois pratiquent l'union... Julien Bayou en veut bien une s'il la dirige. Voilà, et c'est le cas dans toutes les régions. On s'est dit qu'au niveau des régionales, on aurait pu imaginer que peut-être on était derrière eux à tel endroit, mais qu'ils acceptaient... Au niveau national, vous dites la même chose, que vous voulez bien un candidat unique de la gauche si c'est Jean-Luc Mélenchon. Là, on parle on parlera régional. Mais pour ce qui est des régionales, j'espère avoir été clair, et je salue tous les candidats engagés dans cette belle campagne. Il y a Clémentine Autain, il y en a beaucoup d'autres dans mon département aussi, vous le savez, il y a... On ira sur ce qui vous divise au niveau national, mais au niveau régional, aujourd'hui, vous dites, les différences avec le PS, qui a été quand même votre adversaire, ne sont pas assez fortes pour que ça nous empêche de diriger des régions ensemble. Moi, je dis qu'il faut battre la droite, oui, effectivement, et il faut un rapport de force clair qui sorte des urnes à ceux qui nous écoutent de savoir qu'est-ce que c'est qu'ils veulent. Nous, on porte une exigence, 1 milliard pour le logement social, arrêter qu'aujourd'hui ce soit les départements les plus riches qui dirigent la région Île-de-France. Vous savez qu'il y a un système où, en fonction de la participation, vous avez plus d'élus des Hauts-de-Seine que de la Seine-Saint-Denis. Pourtant, il y a le même nombre d'habitants. Il y a un fonctionnement qui est assez incroyable. Donc, il faut aussi de la démocratie. Moi, je vois beaucoup de gens qui vont s'abstenir. Il faut qu'on puisse éventuellement contrôler les élus, même révoquer les élus, avoir des référendums d'initiative citoyenne, une présence citoyenne qui porte la question sociale et la question écologique. C'est ce qu'on essaie de porter au niveau notamment de la Seine-Saint-Denis, où j'ai d'ailleurs... Vous savez, Raquel Garrido, qui est notre chef de file, qui mène campagne, notamment en Seine-Saint-Denis, mais il y a beaucoup d'autres endroits où nous sommes très présents. On va parler maintenant de politique nationale après cette ode à la fois régionale et familiale. Oui, vous avez raison. La question de l'union se pose aussi sur le plan national et on va en parler avec Thierry Moisset que nous rejoignons à Rodez dans l'Aveyron. Bonsoir Thierry, vous êtes chef d'entreprise à Rodez, politique nationale. En effet, c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne pour vous à la France Insoumise, en tous les cas qui sera candidat à l'élection présidentielle. Je vous pose déjà cette question Thierry. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon? Voilà, comme ça. Alors, je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage, mais un personnage beaucoup trop excessif. Moi, il y a un moment qui m'a vraiment choqué, c'est quand il a hurlé aux policiers « La République, c'est moi ». Et j'arrive pas à croire qu'il puisse encore croire qu'il vit dans une monarchie où sa position d'élu le mettrait hors contrôle de la loi. J'ai été totalement outré, moi, par son attitude et son comportement totalement déplacé face aux forces de police présentes. Je pense qu'il pouvait ne pas apprécier, il pouvait être contre, il aurait pu se défendre. Effectivement, c'est normal. Mais pour moi, c'est rédhibitoire à ce niveau qu'une personne ait un tel comportement. On ne peut pas être chef d'État après un tel comportement en hurlant « La République, c'est moi ». Et une chose est sûre, c'est que ce n'est pas un homme d'État.
Alors, ça a choqué beaucoup de monde. Vous voulez réagir à ce qu'il vient de dire là-dessus? Un mot. Quand il dit c'est vrai que énormément de Français ont été choqués par cette sortie de Jean-Luc Mélenchon et cet excès. Ça a été monté, etc. Bon, que Jean-Luc soit assez agacé par la situation injuste. Hein. Je rappelle qu'après, je sais plus, c'était il y a 2-3 ans, la justice ne s'est toujours pas prononcée. On a eu droit à une perquisition dans 15 endroits. C'est inacceptable. Vous avez été condamné. Un président, non mais par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, mais ce qui motivait la perquisition, qui doit nous quand même nous choquer, c'est la première fois qu'un président de groupe parlementaire perquisitionné chez lui de la sorte sur les déclarations, je le rappelle, d'une députée européenne Front National qui avait dénoncé beaucoup de monde, y compris Monsieur Jadot, etc. On est les seuls. Bon, donc nous, on était assez. Il y avait un caractère politicien à tout ça. Deuxièmement, quand Thierry dit ça a abîmé son image. Non mais cher Thierry, je sais que, y compris tous, on aurait préféré que les choses se passent pas comme ça. Moi, quand je me suis présenté devant le policier, 1 heure avant Monsieur Mélenchon, le policier m'a laissé rentrer. Quand Jean-Luc Mélenchon s'est présenté devant le local, le local dont il est président du groupe, le policier ne le laissait plus rentrer. Et Jean-Luc Mélenchon lui a dit, mais selon quels critères je ne rentre pas? Et il lui a dit que la loi, c'est pas vous qui la faites, la loi, c'est nous qui la faisons. C'est ça que ça veut dire. C'est de manière symbolique. Jean-Luc Mélenchon se prend pas pour la République, mais veut comprendre, ou du moins ne pense pas qu'il est la République, c'est moi, je suis le seul au-dessus des lois, mais veut comprendre qu'est-ce qui amène cet arbitraire. Et c'est ça qui amène cette point de tension. Mais j'invite Thierry à s'interroger pour quelle raison, alors que nous étions à l'initiative à ce moment-là d'une possible manifestation contre Monsieur Macron, qu'on était à ce moment-là la première force d'opposition, pourquoi nous avons subi, et nous les seuls, cette perquisition injuste qui n'a rien donné manifestement. C'est un complot contre vous. Je pense qu'il y a une utilisation parfois un peu politicienne de certaines choses, oui. Je demande pour quelle raison, alors que ça peut sembler loin tout ça, une ex-députée RN fait des dénonciations sur 15 responsables politiques, dont plusieurs, j'ai cité notamment M. Jadot. François Bayrou forcé de quitter le gouvernement pour des affaires, ça aussi c'est un complot. Je ne crois pas que son local ait été perquisitionné par 15 policiers de la même façon, qu'il ait été réveillé à 6h du matin, etc. Il a été inquiété par la même justice. Non mais là je vous parle d'une situation où nos comptes de campagne ayant été validés, on a quand même une perquisition qui suit. Alors, chacun jugera. Thierry, au-delà de tout ça, j'invite à interroger Thierry sur quel est le programme que nous portons. Si Thierry est en désaccord avec notre programme, Thierry, ne votez pas pour nous. Mais si vous êtes d'accord avec ce programme, alors ne vous arrêtez pas à cette question secondaire de cette image d'il y a 3 ans. Et comme vous êtes sans doute... après, on a le droit de ne pas être d'accord avec nos propositions, de savoir qu'il faut en terminer avec cette 5e République, qu'il faut une transition écologique plus dynamique, qu'il faut le partage des richesses. Là, c'est un vrai sujet de discussion. Est-ce qu'un jour, Jean-Luc Mélenchon s'est énervé devant un policier qui est Vous parlez de votre programme et vous avez raison, parlons du futur plus que du passé. Et revenons à Thierry. On dit globalement que la gauche, pour l'emporter, Thierry, a besoin de s'unir. On vient de l'évoquer pour les régionales. Ça vaut très certainement au plan national. Alors derrière Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat. Mais est-ce que vous pensez, globalement, indépendamment de votre avis sur Jean-Luc Mélenchon, que cette union de la gauche, elle est envisageable, elle est possible ou pas? Alors, je vais répondre à votre question. En plus, vous venez me poser une question, je réponds à votre question. Pour moi, aujourd'hui, il m'est très compliqué de voter. Et vous savez pourquoi il m'est très compliqué de voter aujourd'hui? Parce qu'en fait, on en revient aux égos. Et on a eu l'illustration tout à l'heure pour les régionales, où on ne parlait que on veut bien de l'union, mais on veut être le chef. Et en fait, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a une classe politique qui a beaucoup trop d'ego. C'est-à-dire que c'est une classe qui veut gouverner, mais elle ne veut pas gérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe politique ne veut pas associer des forces pour bien gérer notre pays, elle veut seulement le gouverner. C'est-à-dire que les leaders politiques aujourd'hui veulent être le roi, le calife parmi les califes, sans en assumer les responsabilités. Et je vous rappelle juste un petit clin d'œil, que c'est quand même la politique qui a inventé le responsable mais pas coupable. Nous, dans la vraie vie, on est responsable et coupable. Alors, Alexis Corbière est sur ce plateau. Thierry, il vous a écouté, il va peut-être répondre à ce que vous venez de dire, mais est-ce que vous auriez une remarque à lui opposer, une question peut-être à lui poser aussi? Profitez-en, il est à vous, si j'ose dire. On ne voudrait pas, Alexis Corbière, de vous mettre entre les mains de Thierry. Alors, vous savez, souvent vous dites que la France insoumise représente la France. Alors, juste pour mettre les choses à leur place, vous représentez 7 millions de personnes sur 47 millions d'inscrits votants sur 67 millions de Français. Alors, dans un cas, il en manque 40 millions par rapport aux inscrits et 60 millions par rapport aux Français. Bon, moi, j'appelle pas ça représenter la France. Alors, j'ai juste une question, en fait. Croyez-vous qu'en étant par défaut contre tout, et même contre les bonnes idées, c'est un comportement de responsable pour gérer un pays? Alors vous allez me dire que oui, car cela vous permet de faire du populisme. On est d'accord avec ça. Mais croyez-vous que notre pays n'a pas besoin d'autres attitudes de responsables pour s'en sortir plutôt que du populisme de bas étage? Hop, ça c'est cadeau. Vous pouvez répondre à Thierry, voilà. Bon Thierry, vous avez des convictions très ancrées, je les respecte. Mais
Parlons du fond, parce que pour le moment, j'ai jamais dit que j'étais la France, c'est pas le sujet. Je ne sais pas où vous avez entendu nous dire ça. Par contre, nous faisons entendre une voix. Je suis dans l'opposition. Moi, je vote contre parce que je ne suis pas d'accord avec des choses que propose le gouvernement. Position un peu trop systématique, c'est ce que dit Thierry. Je sais pas, faudra en discuter avec Thierry. Qu'est-ce que c'est qu'il fallait que je soutienne, par exemple? Si je comprenais que vous me disiez ça, c'est bon, ce que propose le gouvernement, vous avez tort d'avoir voté, très bien. Et moi, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas voté favorablement. Mais je peux vous donner un exemple. Mais je vous en prie. Je peux vous donner un exemple de la discussion qui vient de se passer sur le plateau en direct. Alors, vous étiez contre, c'est-à-dire qu'en gros, ce que fait le gouvernement ou ce que fait un riche, parce que vous appelez ça les riches maintenant, ce que fait un repas est formellement interdit parce que c'est un scandale, parce que c'est un truc entre riches. Par contre, une manifestation sans masque, les journalistes sur le plateau ont eu mal n'ont pas réussi à quelque part à vous faire dire que c'était tout aussi inacceptable. Et un Jean-Luc Mélenchon qui soutient des gens qui manifestent sans masque, mais c'est totalement inaccessible, c'est pas responsable, monsieur. C'est pas responsable, c'est pas digne de quelqu'un qui se veut homme d'État. C'est un exemple concret. À l'instant, vous n'avez pas pu dire que ce qu'a dit M. Mélenchon Thierry, on ne parle pas de ce que fait le gouvernement ou ce que je suis amené comme parlementaire. Par contre, oui, je vous dis qu'il est plus choquant que des gens fortunés se retrouvent dans un restaurant privé pour payer 400 € le repas, que des jeunes gens à Marseille qui font un carnaval et qui, par ailleurs, je souhaite plutôt qu'il y ait des protections et des masques. Si pour vous, c'est la même chose. Là, de ce point de vue-là, Thierry, je pense que symboliquement et politiquement, ça n'est pas la même chose. En quoi c'est plus choquant? Juste répondez-moi, en quoi c'est plus choquant par rapport à la maladie et la transmission de la maladie? Mais je vous ai dit qu'il fallait mettre des masques. Mais vous voyez pas comment, lorsqu'on est fortuné, lorsqu'on est un responsable politique, il faut donner l'exemple? Ça ne vous choque pas que M. Hortefeux, qui est ancien ministre de l'Intérieur... Répondez aux Français des questions claires. Vous êtes d'accord que ce qu'a dit M. Mélenchon est inacceptable? Non mais bon bref, là on tourne en rond. Comme député, vous dites... Non, vous m'avez pas répondu. Pourquoi ça fait 3 fois que je vous réponds. Qu'est-ce que je... dites-moi oui ou non. Non mais à part ça, est-ce que oui ou non, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon est inacceptable et on remerciera Thierry. Mais écoutez, là... Enfin bon, bref, la discussion tourne en rond. Moi, je vous dis qu'il faut mettre un masque durant les rassemblements. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas diffuser le virus. Je vous l'ai dit. Par contre, je pense que dans ce pays... On ne peut pas diviser un pays. On ne peut pas gérer un pays en divisant le pays. Bien quoi, je le divise. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Thierry, pardon. Vous ne pensez pas que ce qui divise le pays, c'est qu'on a pris 1 million de gens supplémentaires sous le seuil de pauvreté depuis 2017 ? Vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait une minorité de gens qui n'a jamais été aussi riche en France en raison des politiques fiscales injustes, c'est ça qui divise le pays? Vous ne pensez pas que ce qui divise le pays, c'est qu'on n'a pas ouvert un seul lit de réanimation depuis 2017 et le début de la crise? Je suis d'accord, ça devrait vous mettre en colère. Moi, là-dedans, j'essaie de faire entendre une voix. Peut-être que je ne fais pas bien le boulot, mais j'essaie de faire entendre une voix qui dit il n'est pas normal que nous ayons supprimé, par exemple, l'impôt sur les grandes fortunes. Ça ferait 4 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas ouvert un seul lit de réanimation. Regardez-le là. Ça devrait vous mettre en colère. Alors peut-être que je ne fais pas assez bien le boulot, je peux comprendre, on n'est pas parfait. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon a eu tort de s'énerver devant un policier qui l'empêchait de rentrer devant son local. Mais ce qui mine le pays, ce qui le fracture, c'est qu'il y a 10 millions de gens, Thierry, on est d'accord là-dessus, 10 millions sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et que ça ne cesse de se creuser. Alors qu'à l'inverse, vous avez les principales fortunes de ce pays qui n'ont jamais été aussi riches et qui ont vu même leur fortune augmenter sous la crise du Covid. Thierry, si on est d'accord là-dessus, agissons là-dessus. Arrêtons de perdre du temps sur des questions secondaires. Ce pays que nous aimons, vous et moi, il est en train aujourd'hui de se disloquer. Et la crise du Covid est un immense révélateur des inégalités. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'ai peut-être tort, mais j'incriminerai pas de la même façon un pauvre bougre ou un gamin de 20 ans qui fait un carnaval plutôt que quelqu'un de fortuné qui va s'enfermer dans un appartement chic pour payer un repas à 400 €. Voilà ce que j'ai à dire. A fortiori, si je découvre qu'un ancien ministre de l'Intérieur a participé à un de ces repas, ça me met en rogne et je pense qu'en plus, c'est une étincelle qui peut faire exploser le pays. Alors qu'un gamin qui fait une connerie, c'est pas le même. On est d'accord, Thierry? Voilà ce que j'ai à dire. Sauf, monsieur, juste un point Une phrase, Thierry, vraiment, on n'a plus le temps. Le pauvre bougre que vous laissez manifester, vous le protégez pas, mais vous le tuez. Merci beaucoup, Thierry. Et c'est ça qui est grave. C'est que le pauvre bougre que vous laissez manifester, vous le protégez pas, vous le tuez. Je vais réagir. Vous le tuez, il ne faut pas exagérer, je comprends ce que vous voulez dire, vous le tuez symboliquement, vous ne le tuez pas réellement. On ne peut pas manifester à ça. Voilà, on ne peut pas dire qu'Alexis Corbière ne tue absolument personne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry, depuis Rodez. À bientôt. Je vous le souhaite. Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, a quasi officialisé sa candidature pour la présidentielle. En quelques mots, parce qu'on a pris beaucoup tard, qu'est-ce que vous en pensez? Dont acte.
Moi, j'aurais préféré qu'on se retrouve à nouveau. Toutes les conditions politiques du pays, y compris la proximité de ce que nous proposons, auraient dû amener à ce qu'on refasse la même chose que la dernière fois. Moi, je l'ai souvent dit dans une formule, je suis pas pour les unités superficielles, mais je suis pas non plus pour les divisions artificielles. C'est-à-dire que quand on est d'accord, on ferait bien d'arriver dans cette campagne présidentielle tous unis. Bon, actuellement, c'est pas la discussion qui a lieu au sein du PC. Fabien Roussel demande à ce qu'on respecte cette démarche. Je peux rien dire d'autre, voilà. Et puis il va. Je suis pas sûr qu'il arrive à créer une dynamique. Ça va être compliqué, hein, parce que la situation elle est terrible. Voilà, vous allez dire qu'il va faire. Vous êtes en train de dire qu'il va faire un petit score. Je sais pas, moi. Un dernier mot de politique nationale. Vous le savez, Yannick Jadot a appelé à un rassemblement de la gauche. Ça sera samedi. Jean-Luc Mélenchon avait dit j'y vais pas. Finalement, il n'y va pas. Je viens de voir une dépêche. Yannick Jadot demande à Jean-Luc Mélenchon de venir lui-même. Il ira ou il ira pas? C'est quoi ce... Non, mais attendez, on a dit qu'on participera à cette réunion. Pourquoi faudrait qu'il C'est un truc pour les leaders. Le leader de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est pas Adrien Quatennens. Avec tout le respect qu'on lui doit. J'ignorais cette espèce de condition. Non mais attendez, alors ça c'est incroyable maintenant. Alors on nous reproche par moments quasiment qu'il y aurait une espèce de culte de la personnalité. Toutes les critiques qu'on a droit à la France Insoumise, et parce que Jean-Luc Mélenchon, par ailleurs, qu'il y avait un autre agenda, il s'avère qu'il est aujourd'hui en Amérique du Sud, les élections présidentielles en Équateur, puis après en Bolivie, qui étaient prévues depuis longtemps. Il est convoqué et quasiment s'il vient pas personnellement, il y a un problème. Et Yannick Jadot, faut arrêter. Vous savez, les gens représentent des collectifs. Je croyais que c'était parfois le reproche qu'on nous faisait. On peut pas nous reprocher tout et son contraire. Si c'est Adrien, si c'est d'autres copains, si c'est moi qui y vont, vous inquiétez pas. La maison sera bien plus. Oui, et par ailleurs, on le rapportera à Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon donnera son opinion. Mais alors, Gilles, je voudrais terminer là-dessus. C'est incroyable qu'il y ait en permanence des prétextes à ce que les choses se passent pas sereinement. De la même façon, je vais vous avouer un truc. La date là de la réunion, Yannick Jadot nous a même pas appelé pour nous demander si elle nous convenait. Donc j'aimerais que ce soit pas à travers la presse qu'on découvre tout ça. Si, vous savez, celui qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les choses, pour le dire, viennent aisément. Il veut qu'on discute, on est pour discuter. Nous, on dit attention. Aujourd'hui, les jeux de tête à claque entre les uns et les autres, ça dégrade tout. Ça amène à ce qu'il y ait des relations tout à fait terribles entre les forces et le gouvernement qui se marre de cette situation. Donc nous, on dit halte au feu. On pourrait faire une première réunion là-dessus. Deuxièmement, au cours de la même réunion, pourquoi pas proposer une initiative commune? Pourquoi pas autour du 1er mai? À ce qu'on se retrouve contre certaines mesures antisociales, antidémocratiques de ce gouvernement. Est-ce qu'on peut agir ensemble, ici et maintenant? On verra si on peut projeter tout ça vers l'élection présidentielle. Et j'ai peur qu'il y ait une manœuvre politique de la part de certains qui veut corseter et démontrer qu'en fait, moins unitaire que moi, tu meurs. Vous voyez ce que je veux dire, qui est débile. Donc voilà, les choses sont franches. Alors, on ira. Si c'est Adrien qui y va, etc., c'est très bien. Et c'est curieux. Pas vous, hein. Adrien Quatennens. Oui, pardon. Vous pouvez venir, hein, par ailleurs. Pourquoi vous ne viendriez pas après tout? Parce qu'on ne sait pas très bien qui est invité. Je citerai Nicolas Boileau avec vous. Alors, ici et maintenant, Iketnung, c'est ça? Oui. Oui, Iketnung, on va parler de Sébastien qui va prendre le relais. Iketnung. Absolument, c'est notre lyonnais souverainiste Bastien qui a construit sa vision politique autour de l'Europe qu'il considère comme une humiliation pour les Français. Et donc, par conséquent, il a dit que nous devrions sortir de cette Europe comme les Anglais l'ont fait avant nous. Et il a donc une question pour vous. Mais à titre personnel, moi oui, bien sûr, je suis pour la sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro, ça n'y a pas de souci. Je veux pas l'imposer, mais moi je veux qu'il y ait un référendum, en fait, tout simplement, parce que je pense que les conditions d'appartenance à l'Union européenne depuis 92 ont largement changé. On a du recul aussi, les Français ont pu constater ou pas les avantages ou les inconvénients de l'Union européenne. Certains pourront dire que c'est magnifique, à la limite, j'ai pas de problème avec ça. La souveraineté, elle appartient au peuple, donc c'est au peuple de décider sur ses conditions d'appartenance, pas un référendum. Alors vous qui êtes pour une parole rendue aux Français, faites simple et court. Moi j'ai pas de problème avec ça. Je pense qu'effectivement on ne force pas les peuples à être pour ou contre l'Union européenne, leur redonner la parole, pourquoi pas. Moi j'étais pour le non en 2005 et j'ai été choqué que par la suite les présidents de la République qui sont succédés ont fait repasser le oui en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, même s'il y a des choses sur lesquelles je ne partage pas tout à fait ce que peut dire Bastien, moi je suis très critique sur les traités, donc, mais pour ce qui est du référendum, pourquoi pas. Moi j'ai pas de désaccord. Faire appel au peuple qui se prononce, ça donne du pouvoir aux gouvernements qui sont en place pour éventuellement renégocier des choses. Donc j'ai pas de souci avec ça. Merci beaucoup, Adrien. Merci Gilles, merci Alex. Une dernière question avant la confrontation sur l'école musulmane à Albertville. Le préfet de Savoie veut faire appel d'une décision qui autorise la construction d'une école islamique de l'association proche de la Turquie Miligorus à Albertville. Il parle de projet séparatiste. Est-ce qu'il a raison?
Je connais pas le dossier, je sais pas. S'il y a des raisons dangereuses qui amènent à refuser cette école... C'est un peu dilatoire comme réponse. Non, mais parce que, comment dire, la règle, la laïcité, c'est, comment on est... Miligorus, vous savez ce que c'est? Oui, C'est non, une mais association très proche de la Turquie, exclusivement financée par l'État. Le ministre Blanquer a autorisé l'ouverture, c'est pour ça qu'il y a eu une tartufferie totale dans ce dossier à Strasbourg. Le ministre Blanquer a autorisé à Strasbourg... Alors, pourquoi il a autorisé à Strasbourg? Pourquoi il ne pourrait pas à Albertville? S'il y a des éléments du dossier qui amènent à l'interdiction de cette école, moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas les éléments, Gilles Bernstein. Sur la base de quoi faudrait dire oui ou non? Je ne sais pas. Sur le fait de ce qu'on sait de Miligorus. C'est une école montée, financée par l'association Miligorus, dont on sait qu'elle est entièrement financée par l'État turc et qu'elle a des visées religieuses. Voire séparatistes. Mais moi, attendez, moi je suis contre les écoles privées confessionnelles dans ce pays, mais le dossier peut pas être, ils sont liés aux Turcs, ils disparaissent, ou alors faut dissoudre Miligorus, c'est ça qui est proposé? C'est une question. Ah d'accord, alors écoutez, si qu'on m'amène les éléments du dossier, moi je trouve ça curieux. Écoutez, moi j'ai aucune sympathie pour Miligorus, qui sont manifestement des religieux extrêmement intégristes. Voilà. Le problème c'est que je suis républicain, et je suis même pour qu'il existe des gens dans lesquels j'ai peu de sympathie. Donc si on veut les dissoudre, il faudra en prouver un petit peu plus, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait une habitude de dissoudre comme ça. Être lié à la Turquie, pour lequel j'ai aucune sympathie, je suis un opposant très rigoureux, si je puis dire, au régime d'Erdogan, m'amène pas à ce qu'on va dissoudre tous ceux qui sont liés au régime turc, ou alors qu'on amène des éléments. Et que les choses soient claires. Et puisqu'il y a des donneurs de leçons de laïcité, abrogeons le concordat d'Alsace-Moselle, qui par ailleurs a été un héritage de Napoléon. Mais ça amènera à ce qu'il n'y ait pas de financement public. Albertville est en Savoie, à ma connaissance. Oui, justement. Bon, d'accord. Mais là-bas, Blanquer, le Tartuffe, lui, il a autorisé Miligorus, une école Miligorus à côté de la mosquée, la même qui condamne aujourd'hui. On n'y comprend plus rien. Gérald Darmanin a voulu arrêter le financement. Oui, parce qu'il fait de la politique. Faut qu'on arrête. C'est l'heure de la confrontation autour d'un thème passionnant, les célébrations du bicentenaire de la mort de Napoléon le 5 mai. Alors vous, Alexis Corbière, vous avez écrit Jacobin, dont la réédition, celle-ci, sort en poche dans 3 jours, ce qui n'est pas vraiment, j'imagine, un manifeste pour l'empereur. Et vous, Thierry Lenz, bonsoir monsieur. Merci d'être là. Vous êtes historien et directeur de la Fondation Napoléon, donc un admirateur, si je puis dire, de l'empereur. À vous l'honneur d'ouvrir ce débat, Thierry Lenz. Le président Macron doit-il célébrer très officiellement le bicentenaire de la mort de l'empereur? D'abord, toujours des problèmes de vocabulaire. On n'est pas dans une période de célébration, mais on est dans une période de commémoration. Très bien. Ce qui n'est pas la même chose. Il va y avoir effectivement un petit moment de célébration le 5 mai, probablement aux Invalides. Alors, est-ce que le président de la... Enfin, pas probablement. Il aura lieu aux Invalides, puisqu'il a lieu tous les ans. Personne ne l'avait jamais remarqué et ça ne gênait personne. La question est de savoir si le président de la République y sera, ou s'il intervient, sous quelle forme il va intervenir. Alors, aux dernières nouvelles que j'ai pu avoir, mais c'est très difficile d'avoir des nouvelles, pour le moment, rien n'est décidé. On ne sait pas ce qui va se passer. Non, mais vous, ce qu'on veut savoir, c'est... Je voudrais que vous expliquiez, non pas à moi, mais à Alexis Corbière, votre avis à vous. Je vais expliquer. Enfin, que vous exposiez. Non. Oui. Non, si vous voulez... tout le monde s'est focalisé sur cette possibilité d'intervention du président de la République dans la commémoration. Mais je dirais qu'avec ou sans lui, la commémoration, elle avait lieu. Elle avait lieu parce qu'il y a un débat. Elle avait lieu parce que il y a des expositions qui sont organisées, parce qu'il y a des gens qui se sont mobilisés là-dessus, parce que il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens à qui ça plaît, etc. Donc bon, voilà. Alors certains ont cru pouvoir dire à un moment donné qu'il fallait pas le faire. Je vois pas au nom de quoi. Alors je termine juste en disant. Doit-elle commémorer ou célébrer la République commémorer Napoléon? La République commémore à travers un certain nombre d'institutions de la République, qui ont pris la décision, et j'imagine qu'ils l'ont pas prise sans demander à leur tutelle s'ils pouvaient le faire, de faire une grande exposition à la Villette, de faire une grande exposition au musée de l'armée, à l'ABNF d'organiser des colloques, etc. Après, la question de la présence ou non du président de la République, c'est une question qui est presque superflue, parce que, évidemment, c'est mieux... C'est pas celle que je vous pose. Non, mais... Vous répondez une question que vous répondez une question que vous estimez superflue, que je ne vous ai pas posée. Non, mais c'est très bien qu'il y soit, mais la commémoration aura lieu de toute façon s'il n'y est pas. Je dis, c'est mieux qu'il y soit, mais s'il n'y est pas, on commémorera sans lui. Non, mais bon, déjà, je suis très honoré de discuter avec vous. Non, mais parce que les choses soient claires. Les historiens doivent s'exprimer. Moi, j'aime un pays dans lequel il y a de l'histoire,
On aime l'histoire, c'est le cas de la France, on vend des livres d'histoire dans lesquels il y a des historiens. Au contraire, pour un prof d'histoire, ce serait... Non, oui, mais je veux dire, c'est pas secondaire par rapport à une controverse qui me semble avoir son importance, mais qui n'est pas, de mon point de vue, l'impression qu'il faudrait effacer Napoléon. C'est absurde, c'est un personnage majeur de notre histoire de France. Je veux dire, ce serait terrible qu'on n'enseigne plus Napoléon, qu'on ne comprenne pas ce qu'il apporte et le rôle qu'il joue. Donc, qu'il y ait des expositions, bravo. Que M. Thierry Lens, depuis des années, écrive 40, 50 ouvrages, il participe à tout ça, très bien. Il faut qu'il ait la parole, et je suis même favorable, quand je vois que le service public, je ne veux pas être méchant, parfois, il y a une folklorisation de la transmission de l'histoire dans les grandes émissions. Je préférais que des gens comme Thierry Lens aient plus la parole. Non, mais que les choses soient claires. Et je l'ai, y compris dans les émissions. Oui, ce sera dit à Stéphane Bern. Très bien. Non, mais parce que encore Stéphane Bern, c'est pas le pire, mais Laurent Deutsch, la folklorisation, la nostalgie de l'ancien régime permanente m'agace parce que ça coupe, selon moi, une compréhension de la part de nos concitoyens de ce qu'est l'histoire de France. Mais alors, moi, mon problème, je termine, Gilles Bornstein, mon désaccord, parce que le débat doit aller vite. Que tout ça ait lieu, bravo, et évidemment, même avec des aides publiques, j'ai pas de souci. Le problème, c'est à partir où le président de la République arrive, le 5 mai, pour faire un discours, et là, il y a un usage politique de l'histoire. Classique, me direz-vous, mais moi aussi, qui ai un peu d'expérience, quand le 15 août 1969, Georges Pompidou fait un discours pour la naissance, le bicentenaire... 69. Quand Georges Pompidou faisait un discours pour la naissance de Napoléon Bonaparte, il en profitait au passage pour vanter à l'époque Napoléon l'Européen. C'était le sujet. Donc il y avait une arrière-pensée politique à une époque où la question de l'Europe était encore en débat. La question que je pose, c'est moi, je ne veux pas que le président de la République utilise Napoléon Bonaparte pour nous parler de quoi ? Du fait qu'aujourd'hui, et là-dessus c'est le désaccord après politique, que je sois bien, je respecte l'historien, mais moi, politique, c'est qu'aujourd'hui, la place que prend Napoléon dans le débat, c'est dans un moment où les gens doutent sur c'est quoi la France. On est un peu dans un moment sombre. On aimerait renouer avec un grand moment de l'histoire de France. Et le problème que j'ai avec Napoléon, c'est que moi qui suis un amoureux de la Révolution française pose le problème de la souveraineté du peuple. La question sociale, la démocratie et la souveraineté du peuple. Le peuple comme acteur majeur. Et Napoléon est un homme qui, sur la base, des difficultés de la Révolution française, intervient, il fait un coup d'état militaire, et il règle l'affaire en disant, désormais, c'est le grand homme, le sauveur, celui qui va incarner la nation. Et la souveraineté va être mise sous le boisseau. C'est pour laquelle, moi, j'ai une formule qui claque, mais elle vaut ce qu'elle vaut, elle est critiquable, mais il est celui qui arrête l'expérience républicaine pour donner la place à autre chose, qui progressivement va devenir un empire. Donc, qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron, si ce n'est nous dire, quand le pays est en danger, quand c'est le tumulte, quand c'est le désordre, vive les grands hommes. Ben moi, je dis vive le peuple. C'est pas la même chose. Thierry Lens, débat passionnant. On arrête de parler d'Emmanuel Macron parce que je pense que c'est pas ça qui va faire. Vous savez, ça va être un peu peut-être oui, que c'est même vous qui écrivez le discours. Un peu noir, un peu gris, mais non, pas du tout. Non, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Quand il dit Napoléon est le fossoyeur de la République, vous répondez quoi ? On en a discuté par presse interposée. Je crois que c'est toujours une question de mots et d'où parles-tu, camarade, quoi, hein. C'est-à-dire, bon, M. Corbière a été professeur d'histoire, il est maintenant député, représentant de la nation, donc il a une autre fonction. Bon, dans cette fonction-là, il utilise des concepts qui sont ceux utilisés par sa fonction. Fossoyeur de la République, il met fin à l'expérience républicaine, etc. L'historien, il n'a pas ce rôle-là. Vous lui reprochez de faire un usage politique de l'histoire ? Non, je ne lui reproche rien. Monsieur Corbière est, dans tous ceux qui ont dit beaucoup de choses ces derniers temps, Monsieur Corbière est probablement le seul qui n'a pas dit de vraies bêtises, si vous voulez. Je prends un autre exemple. On a eu la semaine dernière, parce qu'il fallait qu'elle se donne un petit peu d'aspect philosémite, compte tenu des accusations qui pèsent parfois sur elle dans le milieu politique, Madame Autain qui déclare Napoléon antisémite. Bon, il faudrait que j'ai 2 heures pour lui expliquer qu'elle se trompe. Je ne crois pas que des personnes qui prennent la parole comme ça sont non informées, non cultivées, n'ayant jamais de livre, mais bon, voilà. Alors, sur le fond, l'histoire de la République, etc., on s'est expliqué par voie de presse interposée. Le problème, c'est le concept de République. Au moment de l'histoire où Napoléon prend le pouvoir, la République n'est pas une solution institutionnelle. C'est c'est un concept qui est celui de la res publica, etc. Il n'y a pas de république au monde à ce moment-là, il n'y en a qu'une, c'est aux États-Unis. Le coup d'État n'est pas un coup d'État militaire, c'est un coup d'État constitutionnel, c'est toute chose égale par ailleurs, mais c'est pour aller vite, c'est ce qui s'est passé en 58. Je le sentais venir. Grosso modo. Non, mais c'est ça, avec en moins les parachutistes qui interviennent pas. 58, le général de Gaulle. Donc. Là, il se trouve qu'on a été obligé d'expulser les députés. Sauf qu'à 69 ans, il n'a pas commencé une carrière de dictateur. Non, mais alors que pour ce qui est de Napoléon, quelques années plus tard... Non, mais le coup d'État de Brumaire, c'est un coup d'État préparé par des républicains. Alors, c'est pas ceux de votre famille préférés. Oui. C'est Sieyès, c'est Roederer, c'est Fouché, c'est... Voilà. Ce sont
sont des révolutionnaires modérés qui, voyant que les institutions ne fonctionnaient pas, les ont changées par un coup de force. Et ils n'aidaient pas à les faire fonctionner. Parce que le problème, au bout d'un moment, c'est que l'affaiblissement, parce que la question sociale et la question démocratique sont liées. Moi, je continue à penser qu'à partir de 1794, particulièrement, la base sociale sur laquelle la Révolution française était basée, l'activité populaire va être mise de plus en plus sous le boisseau. Parce que, précisément, tous ces gens que vous évoquez ne veulent pas de ce peuple en mouvement qui a des exigences sociales et démocratiques. C'est théorique. Non, vous savez, pas théorique. C'est de la répression politique. Si vous c'est voulez, les babouvistes qui sont assassinés. C'est le peuple qui est réprimé quand il se mobilise. C'est très concret. Mais qu'est-ce qui devrait vous intéresser chez Napoléon? C'est l'époque, c'est-à-dire à une époque où on ne sait pas où se trouve la légitimité. Elle me fascine. C'est-à-dire à la fois, il y a cette légitimité qu'on appelle à l'époque populaire, qui est en fait la souveraineté nationale, et puis il y a 1000 ans d'habitude de souveraineté monarchique. Mais c'est là où on a un désaccord. Ça, je vous coupe parce que c'est là-dessus, je vous ai déjà entendu le dire. C'est que vous pensez qu'il fallait renouer malgré tout avec une forme d'ancien régime, relooké sur la base un peu des idées des Lumières du Code civil, alors que moi je pense, mais moi pardon, parce qu'il faut aller vite et je veux dire, mais je suis désolé, j'aimerais qu'on ait du temps. C'est que moi ce que je crains, et que j'aimerais être compris parce que je veux pas mépriser le travail d'historien qui est fin, y compris de ce que fait Thierry Nance. On n'a pas parlé d'esclavage, mais vous avez consacré un livre là-dessus, etc. On aurait pu parler d'autres sujets, mais c'est que la figure, je répète, de Napoléon est utilisée aujourd'hui dans le débat pour considérer qu'il y a des moments de l'histoire où il faut confier notre destin à un sauveur, à un homme autoritaire. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est ça qui fascine beaucoup de gens aujourd'hui et qui pensent que c'est bien gentil les revendications sociales, c'est bien gentil ce peuple qui s'agite, mais fondamentalement, quand il en demande trop, il est désordonné, on n'avance pas. Et je suis frappé de voir que la commune de Paris n'est pas fêtée. D'accord, au moment où... Non, mais de la part des pouvoirs publics, même si je ne passe pas les choses au même plan, mais par contre, qu'on trouve absolument normal que le président de la République vienne nous dire... Laissez-le, il reste 20 secondes, je voudrais qu'il ait d'accord, mais il aurait fallu... À l'heure qu'il est aujourd'hui, il ne fait rien, le président de la République. Son porte-parole a dit qu'il ferait quelque chose, mais aujourd'hui, je pense que, par exemple, les organisateurs de la cérémonie du 5 mai, on est quand même à moins d'un mois de cette cérémonie, ils devraient en avoir entendu parler, or ils sont en train de l'organiser comme s'ils ne venaient pas. Et bien voilà, c'est terminé. Merci infiniment, débat passionnant. Je voulais vous parler de tout un tas de choses, particulièrement de Joe Biden aux États-Unis. Ça sera pour une prochaine émission. Merci à tous. Merci Thierry Lenz d'avoir participé à ce débat. À 20h, les informés avec Jean-François Aquili. Et nous, on se retrouve demain. Merci à tous. Bonne soirée.